Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 2 juin, il est 11h30 et Jean-Louis vous présente cette chronique du groupe Fred Zeller. Premier point, c'est pour rappeler que nous sommes à la période anniversaire, un anniversaire particulièrement triste puisqu'il s'agit de l'anniversaire de la semaine sanglante qui a marqué la fin de la Commune de Paris avec une vague répressive extraordinaire. Des nombreux des communards ont été exécutés, au mur des Fédérés en particulier. D'autres qui n'ont pas été fusillés ont été envoyés, ont été déportés jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Citons Louise Michel, qui a figuré parmi ceux-ci. Nous reviendrons bien sûr sur ces questions-là et surtout sur les enseignements de la commune et la modernité des mesures qui ont été prises pendant cette période, je le rappelle, extrêmement courte, puisque le gouvernement, entre guillemets, de la commune n'a duré que 72 jours pendant lesquels il a été fait la démonstration de ce qu'il était possible de faire quand on était déterminé à prendre des décisions importantes, comme cela a été le cas par exemple au plan de l'enseignement, avec l'invention, entre guillemets, de l'enseignement technique et la création de collèges techniques en l'espace donc de ces quelques semaines seulement, et également puisque la commune s'est également intéressée à la question de la laïcité, avec une séparation des églises et de l'État, jetant en quelque sorte les bases de ce qui allait, quelques décennies plus tard, forger la loi de 1905, dont nous allons bien sûr parler aujourd'hui. Toutes ces mesures révolutionnaires de la commune ont été immédiatement abolies par le pouvoir réactionnaire qui a assassiné les communards, qui a engagé une répression terrible. Et puis, quelques années plus tard, dès le début des années 1880, donc une dizaine d'années plus tard, on a vu commencer à apparaître une modification politique avec des hommes qui ont pris leurs responsabilités et qui ont, pour certains, bien que n'ayant pas été du côté des communards, les artisans des lois de liberté de la fin du XIXe siècle, que ce soit la loi sur l'enseignement, la loi sur les associations un peu plus tard en 1901, bien sûr la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, et toutes les lois qu'on appelle les lois de liberté de cette période de 1880-85 jusqu'à 1907 à peu près, dont la marque effectivement le caractère des lois qui sont marquées par la volonté des libertés publiques, des libertés individuelles, et dont nous vivons encore dans ce cadre-là, même si à de nombreuses reprises, il y a eu par exemple des parenthèses au moment du gouvernement de Vichy, et également, de manière plus sournoise, on voit comment depuis, notamment l'arrivée de Sarkozy, sont mises en cause ces lois et que sont prises comme nouvelles lois, des lois qui sont marquées par leur caractère liberticide. On l'a vu dans de très très nombreuses lois depuis l'arrivée de Sarkozy. C'est un peu ce qui a marqué ce tournant liberticide sur ce terrain-là. Alors, aujourd'hui, je vais reprendre la lecture des articles notamment Christian Echen, qui sont publiés sur cette question de la laïcité, qui expliquent un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je vais commencer par un article, la laïcité, ce n'est pas la répression des croyants. Et c'est extrêmement important parce que il est encore couramment expliqué que la loi de 1905, c'est une loi contre les croyants. Eh bien, pas du tout. C'est bien, y compris l'inverse, puisque c'est la garantie pour l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance, d'être traités de manière strictement égale. C'est ça la loi de 1905. Donc voilà ce qui est dit dans cet article, qui sera suivi par un autre article qui est complémentaire. La laïcité, c'est la liberté de conscience pour tous. Donc la laïcité, ce n'est pas la répression des croyants. Rappelons tout d'abord un principe. La laïcité n'a pas pour objet de réprimer ceux qui croient et favoriser ceux qui ne croient pas.
Tous sont égaux devant la loi et la neutralité de l'État leur garantit qu'ils soient respectés et protégés de la même manière. La laïcité n'est ni une religion civile qui s'opposerait aux autres croyances, ni un instrument de persécution contre quiconque. La neutralité de l'État impose que celui-ci ne favorise ni ne dévalorise une quelconque conception philosophique. Comme le disait Francis de Pressensé, président de la Ligue des droits de l'homme en 1905, l'État s'arrête où commence la conscience. On sait que la Ve République bafoue depuis toujours ses principes et qu'elle favorise outrageusement l'Église catholique et ses œuvres, dont l'enseignement privé, et couvre du manteau de Noé toutes ses turpitudes. Par contre, si cette monarchie gaulienne, même pas constitutionnelle, a les yeux de Chimène pour le Vatican, elle a une véritable haine contre les fidèles de l'islam. On a vu, pour le moins, que les réactions gouvernementales sur l'assassinat odieux d'Aboubacar Cissé par un meurtrier fanatique qui le tue en lui infligeant une 50aine de coups de couteau dans la salle de prière de la mosquée Khadidja à la Grand-Combe, dans le Gard, ont largement montré le mépris profond dans lequel sont tenus les musulmans dans ce pays. On connaît la formule action, répression, mobilisation avec les gouvernements de la Ve République et particulièrement ceux d'Emmanuel Macron. On a l'impression que c'est devenu discrimination, stigmatisation, répression. La répression contre les croyants musulmans, où supposait-elle, se manifeste de plusieurs manières. Une stigmatisation par l'affirmation que ce sont des Français de papier, une dénonciation permanente de complicité avec le terrorisme dans le monde, une discrimination sociale et économique et une menace continue de dissolution de leurs associations civiles et religieuses, souvent suivies des faits. Sur le plan de l'école publique, cette discrimination-répression se manifeste par une étrange campagne permanente sur les atteintes à la laïcité, qui seraient toujours commises par des enfants des musulmans et jamais par la progéniture des fidèles d'autres religions. Qu'est-ce qu'une atteinte à la laïcité ? Rappelons que cela peut entraîner un signalement à l'administration et aussi à la justice, et alors le ministère de l'Éducation nationale l'enregistre comme tel et communique à grand renfort de fracas dans la sphère publique. Quels sont les chiffres officiels de ces atteintes à la laïcité ? Les atteintes à la laïcité à l'école de septembre à décembre 2024 se portent à 1848 faits recensés en 4 mois. Sur l'ensemble de l'année scolaire dernière, 1670 actes à caractère antisémite et 1960 actes racistes avaient été signalés pour les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées. La nouvelle ministre, alors en charge de l'Éducation nationale, Anne Genetet, avait annoncé que le nombre d'actes d'atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires était passé de plus de 800 à une centaine en l'espace d'un an, entre la rentrée de 2023 et celle de 2024, source ministère de l'Éducation nationale. Ajoutons que ces événements sont à ramener au chiffre de 12 millions d'élèves scolarisés, ce qui relativise grandement ces faits, montés en épingle par les racistes de toutes obédiences. Cela fait, en additionnant tous les chiffres de nature totalement différente, mais ne lésinons pas pour la démonstration, que les atteintes à la laïcité, entre guillemets, représentent 0,03% de la population scolaire. Cela justifie-t-il une telle campagne médiatique de haine et de stigmatisation ? Voici quelques faits rapportés par des études d'universitaires et des chercheurs dans l'ouvrage cité un peu plus loin, je reviendrai tout à l'heure. Un élève n'a pas fait son devoir. Il évoque pour éviter une sanction que c'est le ramadan. L'affaire prend alors un tour religieux, alors que ce n'est qu'une ruse d'un adolescent qui a un poil dans la main. Cela peut dégénérer très vite. La solution trouvée peut conduire à créer un problème de manière artificielle. Tout dépend comment cela est traité dans l'établissement. Des élèves parlent de manière provocante, comme des adolescents un peu stupides, en employant des expressions comme « Allez, ne fais pas ton juif, donne-moi ton stylo » ou « Inch'Allah ». Les inquisiteurs qui s'offusquent ne verront rien, par contre, comme atteinte à la laïcité dans des expressions comme « nom de Dieu » ou « mon Dieu ». Une étudiante, voilée nécessairement, lit le Coran en interclasse ou en récréation. C'est louche, à surveiller, une possible radicalisation. Les mêmes, qui verront un élève, non voilé bien sûr, lire dans les mêmes conditions la Bible n'auront rien à dire. C'est bien de chez nous, pas de problème. Il faut donc savoir raison garder et réfléchir avant de parler, ce que ne font jamais les médias aux ordres des gouvernants qui n'en savent pas plus qu'eux. Voilà. Alors,
Cet article se termine par un rappel important, une date à retenir dès maintenant, le samedi 6 décembre à 14 heures à Paris au gymnase Japy, un grand meeting unitaire laïque national et international pour la défense de la loi de 1905 et pour l'abrogation de la loi séparatisme. Alors cet article est étayé par deux ouvrages donc je vous cite. Ce sont deux numéros de la série Arguments de la libre pensée. L'argument numéro 28, Vadmecum laïcité, une intrusion dans l'école au nom des obscures valeurs de la Macronie. Et l'argument numéro 29, Rapport Stasi versus loi Stasi. Alors voilà très rapidement une présentation de chacun de ces ouvrages. Sur le premier, donc, Vadmecum laïcité, une intrusion dans l'école au nom des obscures valeurs de la Macronie. En décembre 2023, le ministère de l'Éducation nationale a édité un document sur la laïcité à l'école. S'il fallait résumer ce vademecum, un seul mot suffirait, répression. Le terme procédure disciplinaire systématique est constamment avancé et cité quasiment dans tous les chapitres. Ce document est donc un instrument pour réprimer ce qui est appelé infraction à la laïcité, sans jamais s'étendre vraiment sur le contenu de celle-ci. Pour les élèves, ce sont des interdits sans cesse rappelés et appliqués contre ce qu'ils pensent et ce dans quoi ils peuvent se reconnaître. La stigmatisation est une discrimination. Comme le montre un excellent ouvrage d'enseignant, Laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve, sous la direction de Françoise Lantôme et Sébastien Urbanski, c'est le plus souvent la solution qui crée le problème. Mais cet ouvrage montre aussi au verso la formidable résistance du corps enseignant qui cherche toujours les voies et les moyens pour résister et instruire les jeunes générations pour leur émancipation future. C'est assez réjouissant. Citation. À bien lire cet ouvrage, on est bien obligé de se rendre à l'évidence. L'échec scolaire, les difficultés des élèves, le manque de moyens et les programmes vidés de leur contenu émancipateur sont majoritairement dénoncés dans les discours recueillis et définis comme la gangrène du système. Les questions liées à la religion, au racisme, à l'antisémitisme n'ont rien à voir avec ce qu'en disent les médias et le discours officiel. Citation de Noël Monin. Il peut aussi y avoir d'autres provocations politiques de l'extérieur, quand les mairies de droite et d'extrême droite veulent imposer les menus avec porc dans les cantines scolaires. Les réactions sont alors inévitables, qui se transforment en signalement pour atteinte à la laïcité. Obliger quelqu'un, et de surcroît des enfants, à manger ce qu'ils ne veulent pas est une atteinte à leur intégrité et à leur liberté de conscience en formation. Faire manger de la viande à un végétarien est une abomination reconnue. Il en est de même pour le porc, pour ceux que cela heurte par conviction. Faire cela au nom d'une laïcité est encore plus scandaleux. On est alors sûr que l'élève ne sera jamais un chaud partisan de la laïcité. C'est profondément ignoble et on ne peut inspirer que le dégoût le plus profond. On ne peut forcer quelqu'un à manger ce qu'il ne veut pas, surtout les enfants, c'est une atteinte à leur liberté individuelle et de conscience. Je rappelle que cet argument numéro 28 est téléchargeable gratuitement sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. On mettra le lien dans la page que nous allons créer sur le site de la libre pensée Dordogne, lpdordogne.fr, pour que vous puissiez le retrouver facilement. Il en est de même d'ailleurs pour l'argument numéro 29, rapport Stasi versus loi Stasi. Pour la libre pensée, la loi Stasi de 2004 n'a strictement rien à voir avec le rapport Stasi et ses préconisations. En effet, sur 23 propositions étayées dans le rapport, il n'y en a eu qu'une seule qui a été mise en œuvre par la loi Stasi, celle qui était l'objectif initial de l'Union sacrée UMP-PS pour préserver l'article 10 de la loi Jospin. Il y a donc eu du prix, manipulation et trucage. La loi adoptée dans le cadre d'un large consensus national ressemble fort à ce que l'on a connu avec l'Union sacrée pendant la Grande Guerre. Le contenu a peu de rapport avec l'emballage. Elle fait partie du problème, pas de la solution. Il faut constater que le problème fondamental des signes religieux à l'école laïque est l'article 10 de la loi Jospin qui, par le droit d'expression des élèves, a disloqué la laïcité au sein de l'enseignement public. Les enseignants, les personnels, les locaux, les programmes, les manuels doivent être laïques, mais pas les élèves. L'affrontement était donc inéluctable. Il est à noter que cette question de l'article 10 de la loi Jospin n'est jamais évoquée, ni de près ni de loin, dans le rapport de la commission Stasi, alors que c'est le cœur du problème et de la source de toutes les difficultés. C'est pourquoi la libre pensée réclame l'abrogation de l'article 10 de la loi Jospin, ce qui rétablirait de facto et de jure les circulaires de Jean Zay qui avaient réglé le problème des signes religieux et politiques dans les établissements scolaires pendant plus de 50 ans,
Une fois n'est pas coutume, c'était mieux avant. Voilà, donc ces deux ouvrages sont téléchargeables. Vous retrouverez les liens sur la page que nous allons créer, donc sur le site lpdordogne.fr. J'en viens donc au deuxième article qui prolonge de façon tout à fait logique le premier article, donc la laïcité, ce n'est pas la répression des croyants. La laïcité, c'est la liberté de conscience pour tous. La conscience est le propre de l'être humain, c'est ce que les distingue des mondes animal, végétal et minéral. Il est bien d'avoir une conscience qui s'élabore au fur et à mesure de la construction de l'être humain, mais faut-il encore que cette conscience puisse s'exprimer librement et se confronter aux autres sans que la vie de chacun soit en péril pour avoir exprimé une opinion sur le monde et les autres. C'est pourquoi la défense de la liberté absolue de conscience est une nécessité vitale pour l'humanité. C'est la première des libertés. On mesure là et par là tout le chemin qu'a dû parcourir la liberté humaine pour s'édifier pleinement. Dans ce chemin de liberté, la conscience humaine s'est toujours heurtée principalement aux dictatures politiques, économiques et religieuses. Imposer une vérité révélée, quelle que soit sa nature, politique, économique, religieuse, sociale, métaphysique, est une violation de la liberté de conscience de chacun et de tous. Prenons un exemple parmi tant d'autres. Imposer des minutes de silence dans les établissements scolaires publics à propos de tel ou tel événement, monté en épingle par le monde politico-médiatique, est le signe que l'on impose une idéologie d'État, et toute idéologie d'État est totalitaire par nature et par essence, et ce, sur des êtres dont le jugement est en construction. Outre que c'est introduire le monde violent de l'extérieur à l'intérieur de la sphère scolaire, qui devrait être un asile le plus possible à l'abri des conflits du monde extérieur, c'est surtout introduire différents points de vue qui vont s'affronter et se heurter nécessairement entre eux. Au lieu de mettre les élèves à l'abri des querelles du monde, on introduit ces querelles à l'école. Il ne faut donc pas s'étonner des réactions ainsi engendrées par des inquisiteurs aux petits pieds qui crieront après aux atteintes à la laïcité qu'ils auront eux-mêmes créées. Le viol des consciences. Le spécialiste de cela fut saint Augustin et son fameux compelle intrare, forcez-les d'entrer, repris de l'Évangile selon Luc. En clair, l'Église, possédant la vérité révélée, se donnait le droit d'imposer à tous, même si les personnes concernées ne le voulaient pas. C'est faire le bonheur des gens malgré eux et contre eux, mais à la fin, au jour du jugement dernier, ils verront bien que l'Église avait raison de forcer leur conscience. C'est donc cette conception complètement totalitaire, contre cette conception complètement totalitaire que vont s'élever des hommes comme Pierre Bell, éminent penseur protestant. Et c'est cette opposition à cette dictature de la pensée qui fait le succès de la réforme protestante, qui établit un lien direct entre le croyant et la puissance divine, reprenant cela du judaïsme et qui plus tard s'incarnera aussi dans l'islam majoritaire, c'est-à-dire le sunnisme. Judaïsme, protestantisme, islam sont des religions sans clergé, mais pas sans dogme, qui sont aussi des obligations de croyance attentatoires à la liberté de conscience. Elles sont sans appareil clérical qui dirige les corps et les consciences. C'est une différence notable et importante avec le catholicisme. On l'a vu à l'occasion de l'élection du pape Léon XIV. Diriger l'appareil clérical du Vatican est un enjeu majeur, qui met aux prises bien des forces qui s'affrontent entre elles, car il y a un véritable enjeu de pouvoir. Tout au contraire de cela. La laïcité n'a jamais eu recours au compelle intrare, c'est-à-dire violenter les gens et leur conscience pour faire leur bonheur malgré eux et leur imposer une vision du monde. C'est pourquoi on a vu beaucoup de libres penseurs et d'athées sur les bûchers. On n'y a jamais vu un seul inquisiteur ni un seul évêque. Syndicalisme et liberté. Ce principe de liberté de conscience est aussi la marque de tout véritable syndicalisme ouvrier qui ne peut être que laïque dans son essence. Le syndicalisme ouvrier se fixe pour but de rassembler, en dehors de toutes les écoles et chapelles, les travailleurs, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Si la neutralité métaphysique de la République est garantie par la séparation entre des églises et de l'État, l'intérêt commun des travailleurs est garanti par l'indépendance syndicale vis-à-vis de l'État, des partis, sectes philosophiques et religieuses. Les statuts de la CGT de 1895 indiquent, citation, « La Confédération générale du travail a exclusivement pour objet d'unir, sur le terrain économique et dans les liens d'étroite solidarité, les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale. » Fin de citation. La Charte d'Amiens de 1906
va enrichir les premiers statuts de la CGT par cette affirmation « Tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, ont un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Le syndicalisme ouvrier se fixe pour but de rassembler, en dehors de toute école et chapelle, les travailleurs, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Ce n'est pas un hasard si presque simultanément, en 1906, le prolétariat intègre le principe de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État dans son organisation, la CGT, avec la fameuse charte d'Amiens. La reconnaissance de la liberté de conscience et plus généralement la laïcité ne sont pas des dogmes, mais une forme d'organisation de la société qui permet à chacun de vivre selon ses pensées. Si l'émancipation de la classe ouvrière passe par la transformation sociale, elle suppose aussi au préalable la liberté de conscience, la liberté de penser autrement, comme le disait si bien Rosa Luxembourg. Laïcité, liberté de conscience et émancipation sociale sont des moments du combat pour la pleine et totale liberté humaine, pour l'émancipation intégrale. Et cet article renvoie également donc à 2 numéros d'arguments, le numéro 5, syndicalisme et liberté, également téléchargeable, comme je l'ai indiqué tout à l'heure pour les 2 premiers. Et le 4e, même chose, c'est apprendre, comprendre, agir. C'est l'argument numéro 16. Voilà. Donc pour ces 2 articles qui me semblaient de tout à fait cohérents de lire l'un après l'autre. Alors, nous allons arriver au choix musical, mais auparavant, je voudrais signaler 2 initiatives importantes du groupe Fred Zeller qui vont se tenir en Dordogne. Première initiative, le samedi 14 juin à 15h, à la salle des fêtes, ou plus exactement à la salle Orchidée, qui est située sous la grande salle des fêtes de Saint-Aquilin. Donc, une réunion publique, présentation de la libre pensée, laïcité de l'école et de l'État. Et donc, nous vous invitons à venir débattre de ces questions et poursuivre donc la discussion autour d'un pot d'amitié que nous servirons après la conférence, après conférence débat. Et puis, 2e initiative, le jeudi 26 juin à 18h, dans la salle de danse numéro 1 de la Filature de Lille, 15 chemin des Feutres du Toulon à Périgueux. Nouvelle réunion publique de la libre pensée sur un autre sujet, le capitalisme et la guerre. Et là aussi, nous vous invitons à venir débattre avec nous et poursuivre la discussion autour du pot de l'amitié qui suivra la conférence. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur le site de la libre pensée Dordogne, donc lpdordogne.fr, et si vous souhaitez prendre contact avec nous, c'est faisable en nous écrivant sur l'adresse mail groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr ou par téléphone alors pour ce qui concerne la réunion du 26 juin, le capitalisme et la guerre, au 06 30 49 87 20, je répète, 06 30 49 87 20 pour tout renseignement sur la réunion qui se tiendra le 26 juin à la Filature de Lille. Et pour la réunion du 14 juin à Saint-Aquilin, le numéro de téléphone à contacter, c'est le 06 76 48 05 09. Je répète, 06 76 48 05 09. Bien sûr, l'adresse du site et le mail sont les mêmes pour les 2 réunions. Donc, lpdordogne.fr pour le site et groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr pour ce qui est de l'adresse mail. Je vous propose maintenant d'en venir au choix musical qui est sur un autre sujet qui est cher à la libre pensée, puisque c'est celui de la lutte contre la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, et contre la guerre. Donc là, c'est une chanson qui est interprétée par Romé Gary et qui est intitulée Les Innocents de Vingré, qui fait référence donc aux 6 de Vingré qui ont été fusillés, pour l'exemple. C'était 6 gars contents de vivre qu'avaient dû prendre le flingot pour que la France puisse vivre. Ils firent la chasse aux corbeaux. Mais dans la tranchée, pas trop exposée, un ordre leur vint, ne restez pas là. Et sans plus rien dire, vite ils obéirent, car les petits gars étaient de bons soldats.
Mais l'ordre donné fut désapprouvé, et d'abandon de poste ils furent accusés. Quelle sinistre erreur, quelle chose atroce, d'avoir fusillé ainsi ces pauvres gars. Faut-il que vraiment les hommes soient féroces pour que l'idée de mort ne les arrête pas? Il est bien assez de peines sévères, vous pouviez choisir parmi elles pourtant, mais par crainte d'une erreur judiciaire, vous ne deviez pas faire verser leur sang. Au front, justice est bientôt faite, le conseil de guerre est constitué, la trahison semble parfaite et la sentence est fusillée. Personne ne veut croire à leur triste histoire, de l'ordre donné trace on trouverait. Peur ou négligence, c'est trahir la France, et tous au poteau on les emmenait. Leurs femmes et leurs gosses n'osaient les pleurer, rougissant de porter un nom si taré. Quelle sinistre erreur, quelle chose atroce, d'avoir fusillé ainsi ces pauvres gars. Faut-il que vraiment les hommes soient féroces pour que l'idée de mort ne les arrête pas? Il est bien assez de peines sévères, vous pouviez choisir parmi elles pourtant, mais par crainte d'une erreur judiciaire, vous ne deviez pas faire verser leur sang. Soudain, grand coup de théâtre, les fusillés sont innocents, et dans un grand amphithéâtre, on le proclame solennellement. Et les pauvres veuves, en robe noire neuve, écoutent ces mots au nom de la nation. Que justice se fasse, que la tâche s'efface, c'est le jour de la réhabilitation. Puis on leur vota une somme d'argent, mais cela n'efface pas la tache de sang. Quelle sinistre erreur, quelle chose atroce, d'avoir fusillé ainsi ces pauvres gars. Faut-il que vraiment les hommes soient féroces pour que l'idée de mort ne les arrête pas? Il est bien assez de peines sévères, vous pouviez choisir parmi elles pourtant, mais par crainte d'une erreur judiciaire, vous ne deviez pas faire verser leur sang. Nous arrivons donc au terme de cette chronique et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller lundi prochain. Donc nous serons le 9 juin. Et je vous rappelle donc les deux dates à retenir pour les deux réunions publiques de la libre pensée du groupe Fred Zeller. Le samedi 14 juin à 15h à Saint-Aquilin, c'est à l'Orchidée. Pour information, Saint-Aquilin, c'est pas très très loin de Saint-Astier. Et le 26 juin à la filature de Lille, donc là encore pour une réunion qui sera là sur le thème donc du capitalisme et la guerre. Je vous souhaite une excellente semaine et rendez-vous lundi prochain toujours sur Radio Libre en Périgord pour la chronique du groupe Fred Zeller. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
elle tient ton glaive